Merci, chers amis, chers camarades, pour votre accueil si chaleureux. Merci aux équipes, je voudrais qu'on ne les oublie pas, et à Christine qui livre un formidable travail. Beaucoup sont sur les genoux, c'est bientôt fini, je vous rassure. Merci à nos orateurs du jour, merci à Estelle, Jean-Pascal, Noémie, Thierry, Sarah, pour vos discours puissants. Vous avez vidé mon discours de pratiquement toute sa substance, mais c'est très bien. Je vais pouvoir vous répondre et vous assurer que nous avons les mêmes valeurs et une forte communauté d'esprit. Bedankt ook aan onze goede vrienden van Vooruit, van Willy Klaas, de laatste co-voorzitter van de nog unitaire BSP-PSB, Louis, Caroline. Et jusqu'à mon ami et collègue Connor, président de Vooruit. Connor, Connor disait, il y a quelques mois, beaucoup de gens sont socialistes, mais ils ne le savent pas encore. Eh bien, grâce à toi en Flandre, ils sont de plus en plus nombreux à le découvrir. Et grâce à toi aussi, en Flandre, dans les sondages, sur le podium, la première place n'est plus occupée ni par un libéral, ni par un nationaliste, mais par un socialiste. Nous sommes très heureux d'accueillir ici aujourd'hui l'homme politique le plus populaire de Flandre. C'est un grand honneur pour nous. Et puis, merci à vous, toutes et toutes, militantes et militants, pour votre engagement, pour votre présence. Qu'est-ce que ça nous a manqué, des grands rassemblements comme celui-ci. Désolé, on a prévu trop petit. On verra plus grand encore la prochaine fois. Merci pour cette mobilisation. Nous sommes réunis pour ce 200e congrès. Et un chiffre rond, ça a toujours quelque chose d'un peu magique. C'est toujours l'occasion de jeter un regard en arrière, de repenser à notre histoire, à celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont mené ces combats grâce auxquels nous jouissons des droits et libertés qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous avons besoin, en politique, comme dans la vie, de moments comme ceux-là, des moments pour se poser, pour prendre un peu de distance par rapport au flux continu des événements, aux petites phrases assassines, aux tweets rageurs. Le petit film que nous avons vu tout à l'heure nous l'a rappelé. Chaque génération de militantes et de militants socialistes poursuit la longue marche vers l'émancipation entamée par nos anciens il y a plus de 135 ans. 7 générations se sont succédées et ont fait ce que nous sommes. La première génération était celle des fondateurs, des travailleurs accablés par le labeur, réprimés par l'État bourgeois, mais qui ont trouvé le courage de se dresser contre la fatalité et de dire, comme dit notre chant, « Nous ne sommes rien, soyons tout ». Ils ont créé les premières maisons du peuple, les premières coopératives, les premières organisations syndicales. Ils se sont organisés pour défendre leurs droits et ont commencé à bâtir, dans l'enfer du capitalisme sauvage, des oasis de liberté et de solidarité. La deuxième génération fut celle du suffrage universel, à travers de grandes grèves dont on a parlé dans toute l'Europe. Les métallos, les cheminots, les dockers, les mineurs et tous les autres ont arraché au profit du peuple dans son ensemble le droit de choisir enfin ceux qui prétendaient parler en leur nom. Et grâce à ces libertés syndicales et politiques, la troisième génération a arraché les premières grandes lois sociales, la journée des 8 heures, la pension pour tous, la protection contre le chômage et la maladie, le logement social, les bibliothèques, les transports publics, l'indexation automatique des salaires, les congés payés. Tout cela, nous le leur devons, et tout cela, 100 ans plus tard, existe encore. La quatrième génération a bâti notre cathédrale, la sécurité sociale. Sur les fondations posées par leurs prédécesseurs, les militantes et militants d'après-guerre ont construit des protections essentielles contre les aléas de l'existence dont nous bénéficions toujours. Ce faisant, ils ont donné un patrimoine à tous ceux qui n'en avaient pas, un patrimoine qui est d'autant plus beau qu'il est construit dans la fraternité et qu'il est partagé. Les 5e et 6e générations ont continué à faire prospérer l'œuvre de leurs parents et grands-parents. Ils ont bâti les régions pour que chacun puisse se donner son propre projet. Ils ont renforcé sans relâche les droits des femmes, celui notamment de disposer librement de leur corps. Ils ont pourchassé toutes les formes d'inégalité et défendu tous ceux qui subissaient les brimades et les discriminations. Ils ont continué à étendre la sécurité sociale, à protéger les travailleurs avec et sans emploi, contre la maladie, la pauvreté, le handicap. Ils ont réduit le temps de travail pour que chacun ait du temps pour soi, n'est-ce pas, Laurette? Nous,
Nous sommes la 7e génération. Nous, militantes et militants de tout âge et de toute origine, nous sommes les détenteurs de ce magnifique héritage. C'est à la fois une source d'inspiration au quotidien et en même temps une immense responsabilité. Nous avons le devoir de protéger et de faire fructifier le fabuleux trésor de droits et de libertés, de solidarité organisée que nous ont transmis nos parents et nos grands-parents. Et c'est pour cela que nous sommes socialistes et militants, parce que nous avons conscience de ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés et parce que nous savons que la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de poursuivre le combat pour nos enfants et pour tous ceux qui nous suivront. L'histoire de ces luttes collectives nous rappelle que rien ne nous a jamais été donné. Tout ce que nous avons conquis, la démocratie, l'école, la laïcité, la sécurité sociale, les services publics, les droits et libertés, tout a été arraché de haute lutte par des militants qui n'avaient confiance que dans leur propre force. L'histoire de ces luttes nous rappelle aussi que c'est ensemble que l'on gagne. Les militants d'après-guerre dans les syndicats, les mutuelles, les associations, les coopératives et aux partis le savaient spontanément. Et pour conjuguer leurs forces, ils ont bâti l'action commune. Aujourd'hui encore, cette action commune, dans la diversité de ses composantes, c'est la grande maison du peuple. Et nous y sommes attachés plus que jamais. Alors merci Estelle, Jean-Pascal, Noémie, Thierry et Sarah de rappeler que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes combats. Le socialisme ne peut l'emporter que si nous nous battons partout, dans la rue et au Parlement et au gouvernement, dans les usines et dans les bureaux. Le socialisme ne peut l'emporter que si nous nous battons ici, chez nous, en bas de chez nous, mais aussi en ayant toujours à l'esprit les combats menés par d'autres peuples aux quatre coins du monde, ces peuples qui luttent pour leurs droits et libertés. Le socialisme ne peut contrer la marche folle du profit que si nous combattons toutes les formes d'inégalité, qu'elles frappent les travailleurs, avec ou sans emploi, les femmes ou les personnes stigmatisées pour leur origine ou leur choix de vie. Et le socialisme, c'est aussi prendre la défense de nos frères quand ils sont attaqués. Et je veux le dire à nos camarades syndicalistes, présents nombreux ce matin, Miranda, Thierry et toutes et tous, vous pouvez compter sur nous. Chaque fois que les libertés syndicales seront menacées, nous serons à vos côtés pour les défendre avec force et obstination. C'est cela, l'histoire du socialisme. Il faut combiner en permanence la résistance et les conquêtes. Il faut résister, parce que les privilégiés chercheront toujours à défaire ce que nous avons construit. Vous le voyez aujourd'hui comme hier, il n'y a pas un jour où la droite n'attaque l'indexation des salaires, la sécurité sociale, les syndicats, les mutualités. Il n'y a pas un jour où la droite ne cherche à remettre en cause tout ce qui, dans notre démocratie, renforce les solidarités. Et en cette rentrée, ils ont fait particulièrement fort. Le patronat n'a pas seulement demandé, pour la 15e fois en un peu plus d'un an, que l'on remette en cause l'indexation des salaires. Ils ont eu l'audace d'exiger en plus que l'on sabre dans les budgets qui protègent les plus vulnérables. En pleine crise sociale, le patronat propose d'économiser des centaines de millions d'euros sur le dos des plus pauvres. Ce n'est pas seulement dégoûtant d'un point de vue politique, c'est écœurant d'un point de vue moral. Mais que les patrons sachent que tant que les socialistes seront aux responsabilités, on ne touchera pas à un cheveu de l'index et de l'enveloppe bien-être. C'est nous qui avons créé ces mécanismes. La résistance, c'est une part essentielle de notre combat, mais elle ne l'épuise pas. Vous l'avez redit, Thierry, Jean-Pascal, toutes et tous, on a longtemps dit, sans nous, ce serait pire. Et c'est vrai, sans nous, c'est pire, c'est même pire que pire. On l'a vu sous Martens Gaulle, on l'a vu encore sous les gouvernements MRNVA. Dès que les socialistes sont renvoyés dans l'opposition, la grande machine de la régression sociale se met en marche et écrase tout sur son passage. Les travailleurs, les pensionnés, les femmes, les étudiants, les malades. En quelques années, des solidarités que nous avons mis des décennies à construire sont durablement affaiblies. Mais c'est vrai, et je l'avais déjà inscrit dans mon discours, il ne suffit pas de rappeler que sans nous, c'est le pire. Il faut que nous démontrions tous les jours qu'avec nous, c'est mieux. C'est tout le sens du travail de nos camarades, partout où ils exercent des responsabilités. Nos 2000 élus locaux, notre septantaine de parlementaires, nos 12 ministres et les centaines de collaborateurs qui les épaulent au quotidien avec un engagement exemplaire. Tous arrachent
jour après jour, des avancées pour nos concitoyens. Il y en a qui parlent beaucoup, et parfois même très bien, il faut le reconnaître, et puis il y en a qui agissent, qui se battent et qui font avancer la solidarité au quotidien. Il y a 3 ans, nos concitoyens nous ont renouvelé leur confiance. Ils ont fait des socialistes, en Wallonie et à Bruxelles, la première formation politique. Grâce à ce soutien populaire massif, nous avons marqué de notre empreinte les programmes des différents gouvernements et nous faisons progresser la solidarité jour après jour. Je ne veux pas vous faire un long catalogue, vous l'avez vu dans la vidéo, mais je voudrais quand même un peu rappeler ce qu'en moins de 3 ans, nous avons arraché. La pension à 1 500 €, tu as raison de le rappeler, c'était une revendication de la FGTB. Nous l'avons relayée, nous l'avons inscrite dans notre programme, et nous l'avons obtenue, et ce sera même plus de 1 600 €. La préservation de l'index, c'est nous. Le relèvement de plus de 20% de toutes les allocations sociales au-delà de l'index, c'est nous. La taxe sur la fortune, c'est nous. L'interdiction des enfants dans les centres fermés, Sarah, c'est nous. Le refinancement massif des soins de santé, c'est nous. Les accords non marchands, c'est encore nous. Les embauches dans les services publics, à la défense, à la justice, à la police, c'est nous. La hausse du salaire minimum, pour la première fois depuis 12 ans, avec nos camarades de la FGTB, c'est aussi nous. L'allongement du congé de paternité, c'est nous. Le statut d'artiste, la protection des travailleurs de l'économie de plateforme, c'est encore nous. La rénovation des logements sociaux, les allocations des loyers, bientôt le gel des loyers, c'est nous. La rénovation des bâtiments scolaires, les repas gratuits dans les écoles, c'est nous. La gratuité progressive des transports en commun, c'est encore nous. Tout cela, nous l'avons arraché en moins de 3 ans et nous devons en être fiers. Que les grands donneurs de leçons fassent le quart du tiers du 10e de ce que nous avons fait, et on verra. Alors ces conquêtes, nous devons les célébrer. Nous ne devons laisser personne s'approprier notre histoire, nos combats, nos victoires. Mais nous ne devons pas non plus nous reposer sur nos lauriers. Il ne faut jamais relâcher l'effort. À peine un combat achevé, il faut entamer le suivant. Et ne jamais perdre de vue l'idéal. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source, dit Jaurès, c'est une de mes phrases préférées. Il faut prendre le temps de réfléchir, de débattre, d'imaginer le monde plus juste et plus beau que nous voulons construire pour nos enfants et tous ceux qui nous succéderont. Ce n'est pas un luxe ou un loisir de réfléchir, c'est une tâche essentielle du socialisme. Nous devons réfléchir à tout ce à quoi nous sommes attachés et que nous voulons préserver. Nous devons exprimer ce que nous désirons pour que le monde soit, comme dans la chanson, ce que nous le ferons, plein d'amour, de justice et de joie. Cette réflexion est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, vous avez été nombreux à le dire aussi, que nous vivons des temps de grande incertitude. L'épidémie du Covid aura été pour notre génération un choc majeur. Nous pensions, un peu naïvement, avoir vaincu la peste et le choléra, la grippe et la polio grâce à la science, grâce au progrès qui nous nourrit, qui nous anime, et nous avons découvert qu'un virus peut, en quelques semaines, faire des millions de morts et paralyser le monde. C'est une sacrée leçon d'humilité. Les inondations en Wallonie l'an dernier nous ont elles aussi rappelé combien nous sommes vulnérables. Nous croyons nous être rendus maîtres et possesseurs de la nature, pouvoir la contrôler, la transformer à notre guise et pour notre bien-être, et elle nous a brutalement rappelé sa puissance. 40 morts l'an dernier en Wallonie. C'est une tragédie. Des milliers d'agriculteurs frappés par la sécheresse cet été. C'est un drame social. Et nous n'oublions pas le vaste monde, des milliers de morts, des millions de personnes déplacées au Pakistan ou en Somalie, et à chaque fois, le même constat terrible. Ce sont toujours les plus vulnérables, et presque toujours des femmes, qui tombent les premiers. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes confrontés aujourd'hui à la plus grave crise énergétique des 50 dernières années. Des menaces pèsent sur notre sécurité d'approvisionnement, les marchés sont devenus complètement fous, des multinationales font des profits totalement indécents. Et cet hiver, des centaines, des milliers de familles craignent de devoir choisir, manger, se soigner ou se chauffer. Qui aurait cru cela possible au XXIe siècle, au cœur de l'Europe? Face à de telles crises et face aux inquiétudes légitimes qu'elles génèrent, c'est d'abord vers nous, les socialistes, que les citoyens se tournent naturellement parce qu'ils savent que dans toutes les circonstances difficiles, nous avons été là pour les protéger.
La crise de l'énergie appelle des mesures fortes et immédiates. Et ce sont à nouveau les socialistes du nord et du sud du pays qui ont proposé des solutions et qui ont obtenu des mesures pour aider les familles. En moins d'un an, nous avons déjà mobilisé plus de 6,5 milliards pour aider toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. En Wallonie et à Bruxelles, une famille sur 4 bénéficie du tarif social. Grâce aux socialistes, la TVA, c'était aussi une revendication de la FGTB, a baissé de 21 à 6% et nous avons mis en place un tarif réduit pour les travailleurs. C'était notre idée. Nous continuons bien sûr à mener le combat pour bloquer les prix et récupérer les surprofits que nous n'avons pas encore récupérés pour les rendre aux citoyens. Et à côté de ces mesures centrées sur les prix de l'énergie, nous n'oublions pas les salaires. Nous n'oublions pas que tous les travailleurs doivent jouir plus largement du fruit de leur travail. Notre proposition, elle est simple, elle est très simple. Je l'avais déjà formulée lors du 1er mai. Nous proposons de relever la taxation des plus hauts patrimoines, 1 ou 2% de la population. 1 ou 2% des plus riches paieraient un petit peu plus pour améliorer le salaire de plus de la moitié des travailleurs. Vous vous souvenez, pendant la crise du Covid, tout le monde a salué les métiers essentiels. Tout le monde s'est dit, il y a des milliers de travailleurs, c'est vrai qu'on avait un peu oublié. Tous ceux grâce à qui nous pouvons nous nourrir, tous ceux qui nous protègent, tous ceux qui nous soignent, tous ceux qui entretiennent l'espace public. Eh bien, très souvent, ces métiers absolument essentiels dans la vie sociale sont aussi ceux qui sont les moins bien protégés et les moins bien payés. Il est temps de réparer cette injustice fondamentale et de faire payer un peu plus les plus riches pour permettre à ces centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs d'enfin vivre mieux. Des crises, chers camarades, nous en avons affronté beaucoup dans notre histoire. Et chaque fois, nous avons apporté des réponses immédiates, indispensables. Mais chaque fois, nous avons aussi tiré les leçons de ces crises. Après la Première Guerre mondiale, nous avons arraché le suffrage universel. Après la Grande Dépression des années 30 et la Seconde Guerre mondiale, nous avons construit la sécurité sociale. Après les années de régression sociale des années 80 néolibérales, nous avons incarné et porté le retour du cœur. Eh bien, une fois de plus, nous devons tirer les leçons. Et les leçons, pour moi, elles sont simples, elles sont claires, et je rejoins ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé. Le capitalisme, tel qu'on le vit aujourd'hui, est un échec total, et il est urgent d'en changer. Car quel est le point commun entre l'épidémie de Covid, les changements climatiques et la crise de l'énergie? Eh bien, tous sont simplement le résultat de la course effrénée vers le profit, de la marchandisation continue de la nature et de toutes les relations humaines. La crise énergétique en est le meilleur exemple. Le modèle libéral imposé par la droite à un moment où nous étions divisés et affaiblis, ce modèle libéral devrait aujourd'hui, logiquement, être en aveu de faillite. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir assez d'énergie cet hiver, les prix explosent, les investissements sont à l'arrêt, dans certains pays on relance des vieilles centrales au charbon hyper polluantes. C'est un échec total, c'est un échec social, c'est un échec écologique et c'est même un échec économique total. Il faut donc en tirer des leçons logiques. Et la seule leçon logique qu'on puisse en tirer, c'est qu'il est temps de confier à la puissance publique le contrôle de ce bien essentiel qu'est l'énergie. Nous avons commencé, nous les socialistes, il faut le rappeler aussi, dans les régions et les communes où nous exerçons des responsabilités, nous investissons massivement dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables, la modernisation des réseaux. Au fédéral, c'est à l'initiative des socialistes que depuis 12 ans on taxe la rente nucléaire et qu'on impose des tarifs régulés pour les plus vulnérables et maintenant pour les classes moyennes. Il faut aller plus loin. Il faut prendre le contrôle du nucléaire. Il faut mettre en place de véritables régies publiques d'isolation des logements et des bâtiments. Il faut multiplier toutes les initiatives collectives de production d'énergie renouvelable dans les communes, les sociétés de logement, dans les coopératives. Le marché est un échec total. Il est temps d'essayer autre chose. Et autre chose, ça signifie une action publique. Et il faut qu'on le garde à l'esprit. Il n'y aura pas, les prochaines années, de plus grande bataille que la bataille de l'énergie, parce que l'énergie est partout. Elle est derrière tout ce qui fait notre vie au quotidien. Après-guerre, nous, les socialistes, nous avons mené la bataille du charbon, parce qu'il fallait reconstruire le pays. Il fallait loger, soigner et nourrir tout le monde. Aujourd'hui,
il faut mener la bataille de la sobriété et de la souveraineté énergétique pour permettre à chacun de mener une vie digne et heureuse, pour sauver notre climat et pour nous libérer des tyrans comme Poutine. Nous étions au premier rang hier, nous le sommes aujourd'hui, nous le serons demain. Trop longtemps, chers amis, chers camarades, nous avons été sur la défensive. Le fond de l'air était à droite. Nous devions sans cesse nous justifier. Nous passions le plus clair de notre temps à protéger ce que nos anciens avaient construit, les services publics, la sécurité sociale, contre les agressions perpétuelles de la droite. Eh bien, chers amis, chers camarades, ce temps de la défensive, il est terminé. L'épidémie de Covid L'épidémie de Covid a rappelé à ceux qui en doutaient que la santé publique est notre patrimoine collectif le plus précieux. Face aux crises climatiques et sociales, seule une action publique forte, coordonnée de long terme, seule une véritable planification écologique et sociale est à même de prévenir les désastres et d'atteindre l'indispensable neutralité carbone. Il est donc fini, que tout le monde le sache à l'extérieur, pas seulement ici, il est fini le temps où les socialistes devaient presque s'excuser d'être ce qu'ils sont. Face à l'échec total du modèle libéral, ce sont nos recettes qui ont fonctionné, ce sont nos méthodes qui ont fonctionné. Soyons fiers de ce que nous sommes. Mais, je ne voudrais pas être trop sombre, mais quand même, chers amis, chers camarades, gardons-nous d'une dangereuse tentation. Gardons-nous de la tentation de croire qu'en politique, il y a des effets de balancier. Gardons-nous de croire que parce que la droite est en échec, les citoyens vont automatiquement se tourner vers nous, la gauche. Nous vivons un de ces moments où le vieux monde se meurt et où le nouveau tarde à apparaître. Et comme Antonio Gramsci nous l'a enseigné, dans ces moments peut parfois naître le meilleur, mais c'est dans ces temps clairs-obscurs que peuvent surgir les monstres. Et nous l'avons vu aux États-Unis avec Trump, le pire du pire, le démantèlement des politiques sociales, le soutien aux multinationales du pétrole et aux millionnaires, des murs contre les migrants, des attaques systématiques contre les droits et libertés des femmes en particulier, le racisme banalisé, la négation des règles démocratiques, l'enfer sur terre. Alors certes, les citoyens américains l'ont renvoyé dans l'opposition, mais qui dit qu'il ne pourrait pas revenir? Et entre-temps, il fait des émules. On le voit au Brésil, Bolsonaro, qui le suit point par point et qui, en plus, dévaste ce bien écologique mondial commun qu'est la forêt amazonienne. Et l'Europe n'est pas épargnée. Longtemps, nous avons cru ou nous avons voulu croire que la tragédie fasciste nous avait immunisés contre ces dérives. Mais on voit, en Hongrie et en Pologne, les mêmes agressions systématiques contre les droits et libertés, la stigmatisation des plus faibles et toujours des femmes. Au Royaume-Uni, une femme, mais une première ministre ultra-conservatrice qui se présente ouvertement comme une élève de Donald Trump. En France, l'extrême droite au second tour des élections présidentielles. Qui aurait cru ça possible il y a même 20 ans? En Suède, il y a quelques jours, en Suède, la patrie de la social-démocratie, l'extrême droite devenue deuxième parti, et peut-être, ce soir, hélas, en Italie, verrons-nous la victoire d'un parti néofasciste. Sans oublier chez nous, il faut quand même le rappeler aussi, l'un des pires partis d'extrême droite d'Europe qui caracole en tête dans les sondages mois après mois au nord du pays. Le pire n'est jamais sûr, mais nous devons être lucides. On n'a plus vu, me disait un ancien, de contexte politique aussi sombre depuis 3 générations. Et nous devons être, de ce point de vue, de la plus grande vigilance. Ce n'est pas que posture et parole. Les dangers sont réels. Quand Giacomo Matteotti, le dirigeant socialiste italien, mettait en garde contre le risque de la dictature fasciste, on lui riait au nez. Mais les fascistes avaient compris qu'il était le premier obstacle à son pouvoir et ils l'ont lâchement assassiné. Quand Salvador Allende dénonçait la possibilité d'un coup d'État militaire appuyé par les puissances impérialistes, personne ne voulait le croire, mais lui aussi a été assassiné. Alors oui, nous célébrerons l'an prochain les 50 ans de l'assassinat d'Allende et l'année d'après les 100 ans de l'assassinat de Matteotti, parce qu'il faut honorer le combat des socialistes pour la liberté. Longtemps, c'était un risque lointain, un peu abstrait, un peu une formule de rhétorique, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui,
C'est hélas une réalité qui s'installe ici, en Europe, dans le paysage politique parfois des plus vieilles démocraties. Alors oui, nous, socialistes, nous allons aussi devoir reprendre le combat contre le fascisme, dénoncer toutes les dérives et toutes les attaques contre les libertés publiques et réaffirmer l'absolue nécessité d'un cordon sanitaire contre l'extrême droite. Le danger le plus sournois, c'est la banalisation de ces idées nauséabondes. Même quand l'extrême droite est tenue à la lisière de l'espace politique, comme c'est le cas, heureusement, en Wallonie et à Bruxelles, pour le moment. Même là, le risque de dérive n'est jamais loin. Voyez autour de nous, à droite, que voit-on reparaître ces jours-ci? La vieille stratégie, vieille comme la droite, qui consiste, et elle est vieille, dans sa tête, qui consiste à diviser les travailleurs pour protéger les plus riches. La vieille rhétorique qu'on connaît, qu'on entend à chaque crise. Ils répètent sans arrêt « on paye trop d'impôts, il y a trop de fonctionnaires, les services publics coûtent trop cher », et ils préparent la prochaine vague d'austérité. Ils accusent les chômeurs, qui sont paresseux, les plus vulnérables, qui sont des assistés, qui vivraient au crochet de la Sécu. Ils nous expliquent que la pension, c'est un coût qui coûte trop cher, et ils font tout cela parce qu'ils savent très bien que quand les travailleurs se divisent, quand les travailleurs qui ont un emploi pensent que leur problème vient de ceux qui n'en ont pas, les seuls qui gagnent, c'est les riches. Et même à gauche, on va parfois s'installer ces sinistres raisonnements. Vous avez vu en France des communistes aux abois opposer la gauche du travail et la gauche des allocs. C'est une faute. L'histoire le montre. Chaque fois que la gauche court derrière l'extrême droite, elle la renforce. Nous devons dénoncer ces dérives, d'où qu'elles viennent. Nous devons rappeler que la solidarité que nous avons construite est universelle. Elle nous protège tous, parce que personne n'est à l'abri des coups du sort. Et bien sûr, chers camarades, nous croyons dans la valeur travail. Qu'est-ce que j'en ai marre de cette rengaine de la droite. Mais qui, plus que nous, les socialistes, croit dans la valeur travail? C'est toute notre histoire. Combien de mineurs se sont tués au travail pour faire venir leurs femmes et leurs enfants et leur offrir un toit? Combien d'ouvriers ont supporté les cadences infernales pour pouvoir offrir des études à leurs filles, à leurs fils et pour qu'ils aient une vie meilleure? Combien aujourd'hui encore de mères de famille se brisent le dos à l'aube en nettoyant des bureaux pour que leurs enfants puissent avoir accès aux études dont elles rêvaient et qui leur ont été barrées? Alors oui, nous croyons dans la valeur travail parce que c'est notre histoire. Et ce n'est pas cette droite toujours prompte à défendre les rentiers et les nantis qui va nous expliquer la valeur du travail. Nous la connaissons mieux que personne. Il faut vraiment, toutes et tous, que nous menions ce combat, qui est un vrai combat culturel. Ce n'est pas en opposant les travailleurs aux travailleurs que l'on améliore leur sort. Nous nous battons contre la pauvreté, c'est vrai, et on n'a jamais autant augmenté les basses allocations, et c'est notre fierté. Mais nous nous battons aussi, et en même temps, contre les inégalités. Il faut dénoncer les faux-semblants de la droite. La vérité, elle est simple. Si les travailleurs ne jouissent pas assez des fruits de leur travail, ce n'est pas à cause des chômeurs ou des pensionnés, c'est à cause des patrons qui ne les payent pas assez. Il y a eu plus de 20 milliards de bénéfices dans le Belvin l'année dernière et 10 milliards de dividendes. Il y a de la marge, et on le rappellera, il y a de la marge dans notre économie pour augmenter les salaires. Ne tombons pas dans le piège. Rappelons que nous nous battons pour tous ceux et toutes celles qui vivent du seul fruit de leur travail, des travailleurs avec et sans emploi. C'est cela le combat des socialistes depuis plus de 35 ans, c'est cela qu'on attend de nous, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons à faire. Alors, chers amis, chers camarades, l'année qui commence sera cruciale. Nous avons encore 1000 combats à mener, partout où nous exerçons des responsabilités. Et dans le même temps, nous devons prendre le temps de la réflexion tout au long de l'année, jusqu'à la rentrée prochaine. Nous allons multiplier les rencontres et les débats, les colloques et les ateliers. Nous allons écouter toutes celles et tous ceux qui souffrent, mais qui en même temps espèrent et rêvent. Toutes celles et tous ceux qui veulent, comme nous, changer de base. Nous tiendrons notamment au printemps
un grand congrès sur l'égalité entre les femmes et les hommes, un congrès des femmes, par les femmes, pour les femmes. Et nous tiendrons à l'automne un congrès de la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse, parce que nous avons toujours été pionniers dans ces combats. Et je compte sur vous, militantes et militants élus, pour vous impliquer dans ce vaste exercice de réflexion collective. Réunissez-vous. D'abord, ça fait du bien, ça fait plaisir de se voir et de débattre. Discutez, lisez, réfléchissez. Soyez à l'écoute de toutes les souffrances et de toutes les espérances. Soyez les militantes et les militants que vous avez toujours été, chaleureux, généreux, fiers et combatifs. Ensemble, nous devons dessiner le socialisme du XXIe siècle. Ensemble, nous devons mettre en garde contre les dangers de l'extrême droite et contre les faux-semblants de la droite, qui ne défend jamais qu'une toute petite minorité. Bien sûr, nous ne partons pas d'une page blanche. Nous ne vont pas complètement du passé faire table rase, parce que notre passé, c'est un beau passé. Et que donc nous voulons cultiver ce que nous tirons des combats de nos prédécesseurs. Il faut, comme nos prédécesseurs, approfondir la démocratie arrachée il y a plus d'un siècle, donner toujours plus la parole aux citoyens et aux collectifs, faire reculer toutes les formes de domination, masculine, coloniale, intégriste ou raciste. Il faut poursuivre la longue bataille que nous menons depuis toujours pour que chacun puisse mener sa vie comme il l'entend. Il faut aussi protéger et réparer la planète que nous avons tellement abîmée. Et pour cela aussi, il faut faire le choix du collectif. Ce n'est pas en punissant, en interdisant, en taxant qu'on va convaincre les citoyens de s'engager dans l'indispensable transition climatique. C'est en s'attaquant aux vrais responsables. Et les vrais responsables, on les connaît. C'est les multinationales des énergies fossiles et c'est les millionnaires. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Récupérer les milliards dont nous avons besoin pour investir massivement et faire en sorte que chacun puisse mener la vie large. Investir dans des logements bien isolés, dans un environnement de qualité, dans une alimentation naturelle qui doit être vraiment accessible à tous, dans des transports publics gratuits. C'est ça, l'écosocialisme. Ce que nos anciens ont bâti hier reste aujourd'hui la réponse la plus juste et la plus efficace face au dérèglement climatique. Et puis enfin, il faut penser un nouveau pacte social, améliorer sans cesse les protections et les rendre toujours plus universelles, étendre les droits des plus jeunes, qu'ils soient étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou travailleurs, parce que les plus jeunes sont les moins bien protégés et du coup souvent les plus exploités. Il faut imposer des règles aux nouvelles formes du travail, mieux répartir le travail disponible, travailler moins pour travailler tous et pour vivre mieux. Et il faut supprimer, j'ai entendu le message, mais c'était déjà dans mon discours, il faut supprimer, comme nous venons de le faire, pour le statut d'artiste et pour le prix de l'amour pour les personnes porteuses de handicap, il faut supprimer l'odieux statut de cohabitant définitivement. Chers amis, chers camarades, je termine. Tout cela, ce ne sera pas simple. Mais ça n'a jamais été simple dans notre histoire. Et loin de nous décourager, l'ampleur de la tâche nous a toujours donné plus de force. Partout autour de nous, nous voyons des hommes et des femmes qui souffrent, qui espèrent. Nous voyons des femmes et des hommes qui incarnent déjà, tous les jours, les valeurs de la solidarité et de la fraternité. Les travailleurs des services publics et non marchands qui prennent soin des autres. Les travailleurs de l'économie sociale et solidaire qui réparent la planète. Les syndicalistes, les militants associatifs qui se battent pour les droits. Les artistes qui dessinent le monde souhaitable de demain et qui cultivent notre sensibilité à la beauté du monde, les centaines de milliers de bénévoles qui donnent tous les jours du temps pour aider les enfants à apprendre, qui soutiennent les personnes abîmées par la vie pour qu'elles retrouvent la confiance et l'envie de se battre. Ils et elles sont la preuve vivante que plus est en l'homme et qu'un monde meilleur est possible. Aucun d'entre nous, c'est vrai, n'est immunisé contre l'agressivité, l'égoïsme, le rejet de l'autre, mais il y a beaucoup plus en nous. En nous, il y a aussi le sens inné de l'entraide et de la solidarité, l'instinct de rébellion spontanée contre toutes les formes d'injustice, la générosité, le respect pour tous nos congénères. C'est cela, le socialisme, depuis toujours. C'est cela, le socialisme, aujourd'hui, ça le sera demain. C'est parler à ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine. C'est cultiver chaque jour les valeurs de justice et de solidarité que nous sentons instinctivement vibrer dans notre cœur et dans nos tripes.
Et quand ces idées-là se diffusent, quand ces idées-là infusent la société, elles sont alors d'une puissance infinie. Nous, socialistes, nous n'avons jamais eu les privilèges de la naissance. Nous n'avons jamais eu le pouvoir de l'argent. Mais nous avons les idées les plus belles et les plus généreuses. Nous avons la force du nombre et le désir intense d'une vie juste et apaisée. Nos combats sont forts parce qu'ils se fondent sur plus de 135 ans de lutte et de victoire, sur le courage et l'héroïsme de cette génération de militantes et de militants. On veut tous changer le monde, mais nous l'avons déjà fait et nous le referons. Merci, chers amis, chers camarades, pour votre engagement, demain comme hier. Merci pour tout ce que vous avez apporté et tout ce que vous apporterez encore. Et que vive le socialisme!